On va donc parler d'une autre cellule différenciée du programme. C'est la troisième cellule différenciée étudiée, le neurone ou bien la cellule nerveuse. C'est une cellule extrêmement spécialisée dans ses fonctions, à savoir la propagation du potentiel d'action et sa transmission vers une autre cellule qui peut être un neurone, une cellule musculaire, une cellule glandulaire. Les éléments de la cellule nerveuse dont on va parler et faire le lien avec les fonctions, ce sont les prolongements cytoplasmiques qu'on appelle fibres nerveuses. Ça peut être donc des axones ou bien des dendrites. Le réticulum endoplasmique rugueux très développé dans le neurone, c'est le cordonicèle. Ce sont des éléments foncés qui apparaissent au microscope tout autour du noyau. Les mitochondries, comme toutes les cellules différenciées, les neurones sont très riches en mitochondries. Leur activité demande beaucoup d'énergie. Les boutons synaptiques, ce sont les petits ronflements qu'on rencontre dans les extrémités de la terminaison de l'arborisation terminale. Le cône axonique, c'est la région au niveau de laquelle l'axone va émerger à partir du corps cellulaire du neurone, multipolaire, signalons-le, le neurone étoilé. Et la membrane postsynaptique, c'est-à-dire la membrane que le neurone va exposer en face des neurones présynaptiques. Et là, donc, où va se faire la transmission synaptique. Commençons donc par les prolongements cytoplasmiques. Leur fonction essentielle, c'est la propagation du potentiel d'action. Rappelons que le potentiel d'action constitue le signal élémentaire du message nerveux. Ça veut dire que le message nerveux, c'est soit un PA, soit un train de PA, et dans la fréquence dépend de l'intensité de stimulation, ça va faire l'objet d'une autre séquence. Cette propagation du potentiel d'action peut se faire de proche en proche s'il s'agit donc d'une fibre nerveuse amyélinique, c'est-à-dire une fibre nerveuse qui n'est pas entourée par cette gaine de myéline et qui conduit donc le potentiel d'action de point en point voisin. Ça va aussi être expliqué dans une autre séquence. Cette propagation peut se faire autrement, et c'est le cas le plus fréquent. La propagation peut être saltatoire, et ce cas donc est rencontré dans les fibres nerveuses myéliniques ou bien myélinisées. Donc le potentiel d'action va en quelque sorte sauter d'un nœud de Lemblier à un nœud de Lemblier et ça va induire une vitesse de propagation plus importante. Le réticulum endoplasmique rugueux se cordonicèle. Comme tous les réticulums rugueux des cellules, la fonction de cet organite, c'est la synthèse protéique. C'est peu connu par les élèves, mais le neurone produit beaucoup de protéines, à savoir, entre autres, les pompes Na+K+, ce sont des enzymes de nature protéique. Les canaux de fuite, qui sont traversés par les ions de façon passive et sans arrêt, ils sont toujours ouverts. Les canaux voltage dépendants, qui interviennent dans le déclenchement et la propagation des potentiels d'action. Les canaux chimiodépendants, qui sont responsables, impliqués dans la transmission synaptique. Donc, tous ces éléments membranaires qui sont responsables de la perméabilité du neurone sont de nature protéique et sont synthétisés par les ribosomes attachés à la surface du réticulum endoplasmique rugueux. Les mitochondries, donc c'est un rôle connu, c'est la production de l'ATP, donc par le processus de l'oxydation ou bien la respiration cellulaire. L'ATP est nécessaire, par exemple, au maintien du potentiel de repos, puisque la pompe Na+K+, est une enzyme ATPase, donc qui hydrolyse l'ATP
exploite l'énergie extraite pour maintenir cette DDP stable de moins 70 mV. La synthèse du neurotransmetteur, cette substance chimique donc, qui est impliquée dans la transmission synaptique. Les boutons synaptiques justement qui interviennent dans cette transmission synaptique stockent, donc on va dire stockage, du neurotransmetteur dans des vésicules. On peut parler ici de deux types de neurotransmetteurs, de nature des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs peuvent être excitateurs, tels que par exemple l'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs peuvent être inhibiteurs. Et l'exemple le plus connu, c'est le GABA. Donc ces neurotransmetteurs sont stockés dans des vésicules synaptiques. Ces vésicules synaptiques vont prendre plus d'espace et on voit donc au microscope ces renflements qu'on appelle les boutons synaptiques. Le cône axonique, région très importante du neurone, c'est du cône axonique que va émerger l'axone d'un neurone multipolaire. Ce cône axonique est responsable de tout ce qui est sommation, donc les sommations spatio-temporelles des PPS, PPSE ou PPSI selon le type de synapse, et c'est aussi un site intégrateur. Donc, il est responsable de l'intégration postsynaptique. Il va réaliser un ensemble de sommations, et ça se fait en continu, un ensemble de sommations qui vont lui permettre de soit déclencher un PA si le seuil de moins 50 mV est atteint, soit de ne pas déclencher un potentiel d'action si ce seuil n'est pas atteint. Donc, c'est le site de déclenchement des PA postsynaptique. Reste enfin cette membrane postsynaptique. Donc c'est une membrane qui est riche en canaux de type chimiodépendant, des CCD. Cette membrane renferme des récepteurs spécifiques, donc qui vont capter captage du neurotransmetteur, par des récepteurs, et ça déclenche les PPS, E ou I, par les canaux chimiodépendants. Donc c'est au niveau de cette membrane postsynaptique que va se faire la modification de la DDP postsynaptique, selon que c'est une synapse excitatrice, on se rapproche du seuil de moins 50 mV, ou bien une synapse inhibitrice où on s'éloigne du seuil, et ça va donc stopper la propagation du potentiel d'action. Et voilà donc le lien entre la structure et la fonction du neurone.